Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. À la base, je voulais revenir à froid comme d'habitude sur la rencontre d'hier soir face à la Real Sociedad, mais mes plans ont été bouleversés par la publication de l'information au sujet d'Mbappé et son départ qu'il a donc annoncé mardi à sa direction. Ça s'est fait entre quatre yeux avec Nasser comme prévu. Il a demandé au club de ne pas surenchérir. Son choix est fait, c'est pas une question d'argent ou de contrat. Le PSG ne pourra pas y remédier. Et dans un deuxième temps, il a précisé que la signature au Real Madrid n'est pas encore actée. Donc pour l'instant, il part du PSG. Il ne part pas du PSG pour aller à Madrid. Cette information est sortie cet après-midi au même moment par une multitude de journalistes qui avaient tous les mêmes éléments de communication. Donc tout porte à croire que c'est une opération menée par l'un des deux camps, Mbappé ou PSG, et personnellement, je pense que le club a plus d'intérêt à faire fuiter ça dès le lendemain d'un match de Ligue des Champions pour montrer un petit peu un semblant de maîtrise de la communication et surtout de maîtrise de la narrative dans le dossier, à défaut de maîtriser le dossier en lui-même puisque le joueur va partir libre. Mais ce dossier Mbappé, on y reviendra en fin de vidéo. D'abord, on va revenir sur le match d'hier face à la Real Sociedad. Pourquoi? Eh bien justement parce que cette décision qu'on a eue donc cet après-midi, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais moi, pas grand-chose. Pourquoi? Déjà, on s'est lassé du dossier. L'été dernier, je pense que ça a été très éprouvant pour les supporters d'avoir un tel cirque. Et surtout, Mbappé, ce sera donc 7 saisons au PSG. C'est énorme dans le foot moderne. Quelque chose qu'il faut souligner bien sûr. 7 saisons pleines d'un point de vue statistique, même si collectivement, il n'y a pas eu l'aboutissement de la Ligue des Champions encore. Il reste une campagne du coup pour aller la chercher. Et d'un point de vue individuel aussi, il a eu des moments de moins bien, mais aussi des pics de performance, on va pas se mentir, qui ont été absolument extraordinaires. Je pense qu'on parle potentiellement du meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1, tout simplement. Le problème, c'est que ces 7 saisons sur le terrain ont été entachées à chaque fois par les intersaisons. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a conditionné à chaque fois notre rapport à Mbappé, ces intersaisons où à chaque fois le dossier revenait, on savait pas trop si c'était un joueur du PSG, s'il était en partance ou quoi, et ça a fait que une distance s'est installée avec les supporters. On n'a jamais eu l'impression de le posséder à 100%, ce qui est un petit peu dommage, regrettable, et qui fait qu'aujourd'hui, moi, personnellement, cette décision, alors bien sûr, il n'y a pas d'effet de surprise. C'est peut-être ça aussi, hein, on s'y attendait, on va pas se mentir, depuis un an déjà. C'est vrai que finalement, il y a juste eu l'été après la finale, la victoire en Coupe du Monde, l'été pendant le Covid, tous les autres, il y a eu les problèmes. Il y a eu les trucs, l'offre du Real à la dernière semaine, l'été dernier, je pense que c'était le clou du spectacle. Déjà en 2019, avec sa déclaration au trophée UNFP qui n'a absolument pas lieu d'être. Donc voilà, c'est vrai que chez les supporters, on a toujours eu cette impression de pas avoir Mbappé à 100% pour nous. On a toujours eu, je sais pas si on peut parler de peur ou de crainte, mais cette impression qu'il pouvait partir à tout moment, voilà. Et au final, c'est un énorme paradoxe parce qu'il reste quand même 7 saisons et comme je le disais, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme à l'échelle du foot moderne. Bon, revenons donc en premier sur le match face à la Real Sociedad. Déjà, j'aime beaucoup ce genre de match. C'est une expression que je reprends souvent. La Ligue des Champions se gagne dans les deux surfaces. Et hier, c'est un match qui s'est gagné dans les deux surfaces. Manque d'efficacité de la Real dans la nôtre. Donnarumma qui n'est pas sollicité, ça c'est un bon point. Nos défenseurs qui ont aussi peut-être bien défendu leur surface. Nos milieux, par contre, ont moins bien travaillé pour protéger les abords de la surface, ce qui a mené à des frappes de loin, globalement là où la Real a été la plus dangereuse. Et puis nous, dans la surface adverse, avec donc l'efficacité pour le but de Barcola, pour celui d'Mbappé aussi, on profite bien sûr des erreurs défensives de la Real, ça paye cash, les erreurs au milieu de terrain, tu peux t'en permettre. Par contre, dans la surface, c'est pas possible de jouer un corner à 10, Kubo aussi, Traoré sur le but de Barcola. Donc voilà. Et puis aussi le gardien, comme j'ai dit hier dans mon débrief, le gardien de la Real qui peut être à incriminer sur les deux buts, même s'il fait un bel arrêt sur la frappe d'Mbappé en fin de match. J'ai noté de l'après-match les joueurs, notamment Marquinhos, qui ont insisté sur la gueulante de Luis Enrique. C'est la première fois qu'on a quand même un fait objectif sur ce vestiaire. C'est-à-dire que Luis Enrique, quand on l'entend,
on sait que c'est de la posture tout le temps, en fait. On sait que c'est pas la vérité. Là, Marquinhos, on a un fait. Luis Enrique, il a engueulé ses joueurs hier dans le vestiaire. Alors, j'ai aucun doute sur le fait qu'il le fasse avec eux en privé, mais en public, il le fait jamais. Il les met jamais face à leurs responsabilités et les protège tout le temps. C'est quelque part très bien. Mais donc, ça renforce le sentiment que Luis Enrique était vraiment le 12e homme hier soir, avec l'ajustement Vitinha-Ruiz à la mi-temps, et puis donc cette gueulante qui a remobilisé les troupes, ce qui n'était pas gagné, puisque le PSG cette saison est connu pour lâcher en seconde, plutôt que de se reprendre, comme ça a été le cas hier. Donc on a vu des joueurs beaucoup plus concentrés, canalisés, et donc ça fait plaisir. Bon, revenons donc sur les prestations individuelles, on va tous les passer au cas par cas. Donnarumma déjà, alors c'est un match difficile à analyser pour lui, parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire sur ce qu'on attend d'un gardien, à savoir les arrêts. Peut-être qu'il est un peu battu sur la frappe de Merino en fin de première mi-temps, là, qui finit sur la barre. Bon, au pied, par contre, je note une assurance certaine, notamment en deuxième mi-temps. Pas d'erreur, voilà. Il a su allonger par moment. Il y a aussi eu d'autres séquences où il balance en touche, ce que je trouve pas négatif personnellement, hein, donc voilà. À la relance, faut noter quand même que Donnarumma a retrouvé une certaine sérénité après la passe de novembre là qui avait été très compliquée pour lui. Alors Hakimi c'est intéressant parce que du coup là je mettais en avant Luis Enrique, son impact positif sur le match, mais dans les consignes qu'il a données aux joueurs, je pense que là on peut trouver un impact du coup négatif, dans le sens où j'ai l'impression que le rôle d'Hakimi hier était différent des autres matchs. Hein. On le voyait beaucoup moins dans l'axe. Alors sur la fin de match, il monte un peu plus, c'est vrai qu'il se libère, mais finalement, les consignes pour lui étaient assez claires. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu le rôle de latéral droit, milieu de terrain en fait. Il montait beaucoup moins. À la relance, on lui demandait de faire ces espèces de louches là pour Dembélé qu'on voyait déjà sur la première partie de saison, mais beaucoup moins. Là, c'était beaucoup plus systématique et ça m'a un peu embêté. Voilà. Sachant que c'est un joueur évidemment qui doit recevoir le ballon lancé, hein, les espèces de louches comme ça. Bon, ça a peu de chances d'aboutir, surtout quand c'est Dembélé et son gabarit qui sont à la réception. Tout ça d'autant plus que la Real Sociedad nous pressait donc avec une ligne d'attaque à 3 et souvent Hakimi était un peu seul, hein. C'était souvent lui qui était libre et on n'a pas assez profité de ça. Peut-être que lui aussi quand il avait le ballon il aurait pu avoir plus de personnalité ou plus d'efficacité techniquement, mais c'est vrai qu'on aurait pu en profiter. Et finalement, Luis Enrique aujourd'hui il y a un fait qui est établi, et qui est peut-être logique, parce qu'il est là que depuis 4 mois, on n'a eu qu'un seul mercato, enfin un mercato et demi avec l'hivernal, mais l'effectif n'est pas construit pour sa philosophie de jeu. Aujourd'hui, cet été, bon, je pense qu'à minima, il va avoir des demandes assez importante envers sa direction. On l'a déjà vu cet hiver avec Bruno Guimaraes, donc je pense que Luis Enrique va un peu se passer là de l'espèce de lune de miel de l'été dernier où il a laissé Luis Campos faire. Et donc aujourd'hui, cet effectif ne colle pas à Luis Enrique. Alors on pourrait nous dire, oui, le PSG est meilleur en transition alors qu'il veut la possession. Je serais à moitié d'accord, et ça, j'argumente dans chacune de mes vidéos autour de ça. Par contre, il y a un autre point, c'est la relance. Hein, c'est la relance qui rejoint d'ailleurs le fait de jouer en transition, puisque à la relance, on a des profils qui sont techniquement déplorables au plus haut niveau, en fait. Et Hakimi symbolise ça. Hakimi, il symbolise à la fois un des éléments les plus fondamentaux du système de Luis Enrique, et à la fois des propriétés intrinsèques dont on a l'impression, et ça on le disait dans les vidéos, je fais un lien avec les vidéos, mais vraiment à la signature de Luis Enrique, parce que personnellement je me disais, Hakimi techniquement, comment on va faire dans un système de Luis Enrique basé sur la possession et les relances courtes? Ça me faisait un petit peu peur, et d'ailleurs je soumettais l'idée d'aller sur Cancelo cet été en prêt, pour les abonnés qui suivent les vidéos et qui voulaient une piqûre de rappel. Mais je fais juste ce lien pour illustrer, en fait, le fait que, techniquement, il y a quand même d'énormes lacunes chez Hakimi, qui collent pas vraiment au projet de jeu de Luis Enrique. Après, je trouve que défensivement, il s'en sort plutôt bien. Bon, faudrait peut-être nuancer, parce que l'impression visuelle hier, elle est plus sur le côté gauche, où Beraldo a pris le bouillon face à Kubo. Mais
Hakimi s'est plutôt bien battu, bien revenu, n'a pas été pris. Donc à noter une performance défensive plutôt bonne pour ce bon vieux Achraf. Et c'était pas dit, hein, parce que des erreurs défensives, il en a fait. Des erreurs avec ballon, il y en a eu, mais défensives aussi. Hein. Alors la semaine dernière, il couvre pas son poteau. Son deuxième poteau, non, c'est la semaine dernière. Oui, c'est la semaine dernière. Il couvre pas son second poteau face à Brest. Face à Newcastle, il s'arrête de jouer. Rappelez-vous sur le deuxième but. Enfin, c'est complètement lunaire. Idem face à Milan, il s'arrête complètement de jouer. Enfin, ça, c'est des trucs qui m'ont vraiment horripilé chez lui cette saison. Sur le but de Giroud et sur le but un peu cafouillage là à Newcastle. Je me demande si c'est pas le deuxième sur un corner avec d'ailleurs une main d'un attaquant anglais. Mais tu t'arrêtes pas de jouer comme ça en fait, tu vois. Et donc hier, il a été beaucoup plus concentré. Pas d'erreur, donc ça fait plaisir. Marquinhos fait vraiment un bon match. Riolo l'a encore tabassé dans l'after. Moi, ça me gêne quand même parce que cette émission est la seule, en fait, qui a une audience de dingue. Donc, en fait, il n'y a personne pour venir leur faire de la concurrence. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Voilà. En plus de ça, les supporters s'imprègnent des paroles de Riolo d'une manière... Enfin, c'est fou, quoi. C'est dingue. Comment certains sont biberonnés à Riolo, alors qu'en fait, quand j'écoute l'after hier, mais je me dis, mais est-ce qu'ils ont regardé le match, en fait, les mecs? J'ai l'impression que c'est une émission qui a été tourné plus tôt dans la journée. Voilà, il a essayé de chercher ces petites formules qui allaient être prises dans la presse, la référence au caca dans les cuisses, machin. Et puis, on les balance, peu importe ce qui s'est passé pendant le match, on balance ça, et puis ça va faire parler. D'ailleurs, il y a le frère de Marquinhos qui a fait une story, mais il a raison, le frère de Marquinhos, il a raison, je suis désolé, à un moment donné, tu t'attaques à l'homme plutôt que le joueur. Il n'y a aucune argumentation, vraiment, le débrief est absolument lamentable. Et donc Marquinhos a fait vraiment un bon match, voilà, il faut le souligner. Bon, après, c'est vrai qu'on peut nuancer, défensivement, il avait personne, hein. André Silva était plus pour Danilo, et lui n'avait pas grand monde dans sa zone, mais dans sa surface, il a été intéressant, il a coupé certaines situations, et à la relance, il a été plutôt intéressant. Là encore, je reviens sur les consignes de Luis Enrique. Pourquoi? Parce que du coup, pour trouver Hakimi, j'ai l'impression quand même que notre entraîneur demande à Marquinhos d'aller systématiquement s'orienter côté droit sur Hakimi. Et ça, ok, Marquinhos manque de personnalité à la relance, c'est évident. Mais de l'autre, moi je suis persuadé qu'il y a quand même une consigne systématique de Luis Enrique qui me gêne parce que ça fait un peu stéréotypé, sachant que Marquinhos a d'autres qualités. Typiquement, je pense que Luis Enrique lui dit de faire la passe à Hakimi plutôt que les ballons pieds en rupture pour Mbappé loin devant. Alors que ces fameux ballons pieds en rupture, ils nous feraient un bien fou. On a limite un face-à-face, une occasion de but en première mi-temps sur ce genre d'action enchaîné par Marquinhos. Donc bon, c'est un peu bizarre et je trouve que ces consignes le desserrent. Moi j'ai l'intime conviction que ce sont des consignes, c'est pas possible autrement. Enfin, la première mi-temps d'hier m'a donné la confirmation de tout ça. Bon, Danilo avec ballon, il n'y a pas grand chose à signaler, hein. C'est vrai qu'il s'est pas vraiment montré. Bien sûr, il gagne des duels dans les airs, hein. Parfois, je note qu'il a laissé un peu trop d'espace au porteur. Peut-être pas son meilleur match hier, hein, finalement, Danilo. Hein. Mais ce côté gauche-là, avec Danilo Beraldo, c'est un vrai motif d'espoir. Avec la possibilité de voir au retour Lucas Hernandez, Nuno Mendes. À la relance, c'est quand même autre chose. Mais attention, encore une fois, Luis Enrique, est-ce que Lucas Hernandez, Nuno Mendes, c'est dans son esprit? Je me pose vraiment la question. Parce qu'hier soir, donc, il a confirmé que le choix Lucas Beraldo, c'était pas en raison d'un souci physique de Lucas. Et donc, l'histoire de la suspension, elle tient pas debout. Aucun entraîneur ne réfléchit comme ça, je suis désolé. Moi, je pense que la piste privilégiée, c'est peut-être les qualités de Lucas Beraldo à la relance par rapport à Lucas Hernandez. Enfin, personnellement, je pars sur cette piste. S'il n'y a pas de problème physique, encore une fois. Mais c'est ce qu'il a dit publiquement, Luis Enrique. Donc, moi, je pars là-dessus, sur les qualités à la relance de Beraldo. Et pourtant, même dans ce domaine, il n'a pas été très bon. Même dans ce domaine, il n'a pas été excellent techniquement. Moi, sur la question Beraldo meilleur dans l'axe, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que, oui, sa fin de match est un peu plus rassurante, mais il fait quand même une énorme bourde à un moment donné, plein axe, quoi.
moi, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Hein. Donc, dire qu'il a été meilleur au poste de défenseur central, bon, je sais pas. Je demande quand même à revoir. Je pense plutôt à son match à Strasbourg, à ce poste de défenseur central, qui avait été, là, oui, dans l'anticipation, la lecture du jeu, très bon. Bon, j'avais les milieux de terrain, mais on y reviendra du coup dans la vidéo de demain, hein, tout comme les attaquants. Là, on va revenir sur Mbappé, sur le cas Mbappé quand même, parce que c'est quand même une grosse annonce. Hein. Alors, déjà, premièrement, à l'échelle de notre saison, bah, les gars, il n'y a plus qu'à espérer un gros parcours en Ligue des Champions. Pourquoi pas une victoire finale, parce que, bon, hier, on a affronté une équipe qui était plutôt moyenne, on va pas se mentir. Hein, la Real Sociedad avait quand même des lacunes trop visibles pour pouvoir lutter sur la durée du match. Et j'ai l'impression quand même que cette année, alors vous me citerez l'Inter, Arsenal et tout ça, moi je pense que sur une double confrontation, à part le Real et City, c'est assez ouvert quand même, hein, c'est assez ouvert. L'année dernière, on a vu quand même une Ligue des Champions avec le Milan qui se retrouve, enfin les deux Milan qui se retrouvent en demi, l'Inter qui va en finale, le Napoli pareil. Donc vraiment, c'est assez ouvert. Hein. Hier, la Lazio qui gagne le Bayern. Moi, je pense que voilà, à l'échelle d'un match, si on a un tirage clément en quart, si on se qualifie bien sûr, style le vainqueur de Barcelone-Napoli ou la Lazio si elle passe face au Bayern, et que du coup on se qualifie derrière en demi, là, on arrivera dans des sphères où l'influence des joueurs type Mbappé devient primordiale en fait. Et encore plus si on va en finale. Bon là, si on va en finale, les gars, je préfère prévenir, hein, il aura l'occasion de sa vie parce que vraiment 90 minutes, pour moi, c'est 50-50. Vraiment, pour moi, une finale, c'est 50-50. Peu importe qui est en face, Real, City, machin. Donc, il n'y a plus qu'à espérer un gros parcours en Ligue des Champions, les gars, voilà, pour essayer de le voir partir en héros. Même si là-dessus, je me fais pas trop de doute. Hein. Je pense que le parc va plutôt bien prendre la chose. Bon, il a eu son giga drapeau avec les Ultras. Le club, je pense, va faire une grosse cérémonie pour son départ. Donc, à la différence des Cavani, même si Cavani a sa responsabilité, hein, de Di Maria, de Thiago Silva, de Neymar l'été dernier, bon, Verratti a eu sa cérémonie, je pense que lui va finalement sortir d'un point de vue officiel par une porte assez correcte. À part si on se fait éliminer au retour contre la Real Sociedad et qu'après, on a la fin de saison qu'on a eu sur la saison dernière. Mais voilà, j'ai quand même un pressentiment plutôt positif là-dessus. Après, ce qui va laisser dans la tête des supporters, bon, il y a le stade, hein, il y a ce qui va se voir de manière officielle dans le stade, le rapport aux ultras, aux touristes, les mecs qui sont en loge. Et puis, il y a aussi les supporters comme nous, hein, bien sûr, qui pourront lui en vouloir. Alors, moi, j'adore ces dossiers. Pourquoi ? Parce que les gars, vous le savez, s'il y a bien un combat qu'on mène sur la chaîne, c'est celui contre les postures de communication par le club. Alors là, les gars, je suis rassasié. Préparez-vous. Alors, première posture, ils font fuiter dans la presse, un ou plusieurs joueurs de classe mondiale vont signer. Ok, merci. J'attends de voir cet été, les gars. Rendez-vous le 1er septembre déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'un joueur de classe mondiale en 2024 ? Bonne question, hein, parce que pour moi, un joueur de classe mondiale, en fait, c'est pas tous les joueurs là de merde, on va pas se mentir, hein, qui sont payés 80, 70, 100 millions d'euros. Voilà. Aujourd'hui, il y a une inflation complètement dingue sur le marché qui fait qu'un joueur de classe mondiale, en fait, c'est beaucoup plus rare. Pour moi, un joueur de classe mondiale, c'est l'actif que représente Mbappé tout simplement. Donc déjà, ça c'est un premier fait les gars. Hein. On perd Mbappé, on perd le joueur qui a la plus grosse valeur marchande librement, hein, on va pas se mentir. Et donc derrière, j'espère que la politique du chéquier va pas revenir. Voilà. Et ensuite, les joueurs de classe mondiale, moi j'espère que le club fait fuiter ça en ayant déjà bouclé le transfert d'un joueur de classe mondiale cet été en fait. Hein. Parce que si tu l'as pas fait maintenant, que tu fais fuiter ça, et qu'au final cet été t'arrives pas à les faire venir les joueurs de classe mondiale, hein, parce que c'est toute la question, tu seras pas comme un con. Mais bon, remarque, Nasser, visiblement, ça lui plaît d'être comme un con, hein, parce que l'été dernier, Mbappé, non, Mbappé, il est au loft, hein, et puis s'il veut rester, faut qu'il signe un nouveau contrat. Que chic. Il y a 2 ans, Mbappé partira jamais libre. Que chic. Donc, bien sûr, visiblement, passer pour un con, faire les postures et tout ça, c'est la grande passion du club. Et alors, il y en a une autre qui est énorme, hein, c'est celle qui nous dit, là, c'est en Angleterre que ça a fuité tout ça. Donc, c'est marrant parce que là-bas, c'est vraiment les porte-paroles de Nasser. Hein.
Le PSG va économiser 200 millions. Les gars, on économise 200 millions, formidable, en faisant partir Kylian Mbappé. Ben tiens, voyons, évidemment. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'économiser 200 millions, sachant que je perds une indemnité de transfert qui aurait été de 150 à 200 millions, justement, d'accord Surtout qu'en plus, son salaire, là, qu'on économise, c'est sûrement celui qui est le mieux investi, où on a le plus de retour sur investissement, disons, parce que, disons qu'au club, c'est les salaires de Kurzawa, Bernat et Navas qui nous plombent, et qui me gênent plus que celui de Mbappé, parce qu'évidemment, les ventes de maillots, les statistiques sur le terrain déjà, la fiabilité, le remplissage du stade, les gars, on va pas se mentir, c'est un fait. Il joue pour beaucoup, même si bien sûr son salaire est complètement dément, bien sûr, je remets pas en cause la démence du salaire qui lui a été donné sur la prolongation il y a 2 ans. Et on peut même élargir aux droits télé de la Ligue 1. Ils vont faire comment maintenant, Vincent Labrune, pour négocier les nouveaux droits télé sans Mbappé, qui est quand même un actif très important pour la valorisation de la Ligue 1. Bonne question, ça c'est quand même des bonnes questions, les gars. Moi, je pense que, au-delà de toutes ces questions économiques qu'on veut nous faire croire, là, ces histoires de dire bon les gars, on va économiser, bon les gars, on va vous faire un bon mercato, ça me fume, parce que à chaque fois, la direction, ils essayent de contenter les supporters en les renvoyant au mercato. Comme si on était des joueurs fut, là, des mecs qui vivaient que pour les périodes mercato. Les gars, non, il y a des matchs, il y a un collectif à construire. Nous, les recrues, on s'en branle maintenant, en fait. Ça nous fait plus rêver, les mercatos. Limite, on est devenu complètement aigri des mercatos et on attend de voir. Le plus grave pour moi avec Mbappé, c'est tous les mecs que tu as ramenés qui gangrènent aujourd'hui l'entourage PSG. Alors, Luis Campos, Julien Ménard, l'influence des parents et tout ça. Donc c'est ça pour moi qu'il va falloir essayer de démanteler, plus que les soucis de sous, parce que les gars, si on parle objectivement, économiser 200 millions quand ton propriétaire, en fait, est un État qui peut investir, injecter des liquidités quand il veut, du montant qu'il veut, c'est pas un problème, les gars. Mais sérieux, les gars, qu'est-ce qu'on s'en branle d'économiser 200 millions sur Mbappé, sachant que QSI, ils signent les chèques quand ils veulent. On va pas se mentir, à un moment donné, c'est un fait. Moi, de manière rétrospective, en fait, ce qui me gêne dans ce départ, c'est que l'été dernier, on a pris vraiment un gros tournant. Ce qui est regrettable, c'est du coup de ne pas l'avoir pris directement après la prolongation d'Mbappé en 2022. Pourquoi cette année, avec la signature de Christophe Galtier, ça restera une énigme. Mais donc, on a pris le tournant l'été dernier. Mbappé avait une possibilité de partir. Et pour moi, son départ, c'était soit l'été dernier, soit prolongation, et dans 3-4 ans. Parce que même Luis Campos l'a encore dit hier, c'est une saison de transition. Pourquoi rester l'été dernier pour une saison de transition et te barrer juste après? Pourquoi nous faire une interview sur Amazon Prime début janvier pour nous dire « Luis Enrique, il va encore falloir du temps pour qu'on assimile, mais on va devenir des machines quand on aura assimilé », c'est ce que Mbappé a dit. Et au final, un mois après, nous dire « je me casse ». Alors que on sait très bien que l'été prochain va y avoir un mercato, l'effectif va de plus en plus ressembler à la philosophie de Luis Enrique. Ça, pareil. Alors après, bien sûr, ce que je dis est un peu démago dans le sens où il y a quand même le Real, ou le potentiel club acheteur, dans l'équation. C'est-à-dire que l'été dernier, peut-être que le Real n'était pas enclin à payer une indemnité de transfert. Bon, ceci dit, on peut remettre ça sur les manigances entre Pérez et l'entourage de Mbappé. Voilà. Le timing de l'info, comme j'ai dit en début de vidéo, il est très intéressant parce que beaucoup de médias en même temps, bien sûr, c'est une opération de communication. Sur ce dossier, il y a un vrai enjeu de communication. Exemple, Mbappé qui précise, dans toutes les infos, il est précisé, et la presse espagnole ne s'enflamme pas, que Mbappé n'a toujours pas signé au Real. C'est pas fait pour Mbappé au Real. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que j'ai l'impression que le Real a verrouillé complètement tous leurs relais dans la presse espagnole. Bon, on va pas se mentir, quand Chiriquinto et tout ça parlent, c'est Pérez qui parle. En 2022, c'est les porte-paroles du Real, comme nous avec nos bons vieux Loïc Tandy ou les Ben Jacobs en Angleterre. Et donc là, j'ai l'impression que le Real a tout verrouillé, voyant que le deal va se faire. Mbappé, pareil. Et donc le Real demande à Mbappé d'avoir l'exclusivité de l'annonce. Vous savez, là, ils aiment beaucoup faire leur communiqué de presse un peu froid pour annoncer la signature d'un joueur avec le gros logo Real Madrid sur Twitter et tout ça. Et ça, je pense que le Real y tient, en fait. Ça, c'est un exemple des enjeux de com dans ce dossier, en fait. Qui annonce en premier l'arrivée de qui, machin. Et je pense que le Real veut l'annoncer. Donc, voilà, pour illustrer un petit peu les enjeux de com. J'ai dit ceux pour le PSG plutôt dans la vidéo. Bon, moi, rétrospectivement, en fait, j'ai quand même l'impression que la prolongation d'il y a 2 ans
Alors aujourd'hui, elle est suspendue à notre parcours en Ligue des Champions, parce que du coup, si on gagne la Ligue des Champions cette année, ça annule tout ce que je vais dire. Mais bon, on va pas se mentir, moi je me fais pas trop d'illusions sur une victoire finale en Ligue des Champions. Je la vois un peu comme une perte de temps, cette prolongation, en fait. Pour le PSG, qui a donc eu le salaire astronomique de Mbappé, qui a un peu gêné sur le mercato en matière de masse salariale, et la mise en place tactique du projet de jeu de Luis Enrique, voilà, qui a un peu pollué l'environnement PSG. Et même pour le joueur aussi, parce que, on va pas se mentir, même si lui a dit publiquement, et ça c'était une de ses nombreuses dingueries, la Ligue des Champions. Non, je serais pas resté au PSG si c'était pour la Ligue des Champions. Croyez-moi, je serais parti loin, loin, loin. Rappelez-vous, juste après avoir battu le record de Cavani, il dit ça. Pareil, ça c'est une giga dinguerie. Et donc, je sais plus où j'en étais. Lui aussi, en fait, il a prolongé, on le sait très bien. Bon, pour le salaire peut-être, mais aussi pour gagner la Ligue des Champions. L'objectif sportif, c'était ça. Et au final, élimination en 8e l'année dernière. Là, cette année, on va voir ce que ça va donner. Et il y a un espèce de goût d'inachevé, en fait, d'avoir perdu un peu 2 ans. Nous, dans notre projet de reconstruction, et lui, dans sa quête individuelle. Alors, j'aimerais m'arrêter sur 2 choses qui me font super rire. D'abord, c'est Loïc Tanzi qui, aujourd'hui, dit sur le plateau de l'équipe, ça va prendre des mois à négocier tous les détails. Et donc, on envisage, tenez-vous prêts, de verser une partie de la prime à la signature que toucherait Mbappé du Real Madrid au PSG, pour faire comme si, en fait, on recevait une indemnité de transfert. Ça, c'est selon Loïc Tanzi. Je vais plus loin. Ben Jacobs, porte-parole de Nasser, comme je disais, il nous dit carrément qu'on envisage de prolonger Mbappé pour le revendre juste après, et donc faire un transfert. Conclusion. Ce sont des postures du club. Quand je vous disais, il y a 5 minutes, Nasser aime bien passer pour un con avec ses postures qui se matérialisent jamais dans le futur, moi les gars, je dois vous le dire, j'ai repris intérêt dans ce dossier. Parce que là, ces infos, elles me font rire. Et j'ai hâte d'être le 1er juillet pour voir si on sera les dindons de la farce ou pas. Parce qu'on va pas se mentir, les gars. Si Mbappé fait ça avec la prime ou machin, bon, l'histoire de Ben Jacobs, on le prolonge et on le vend derrière, j'y crois absolument pas. Mais par contre, verser une partie de la prime à la signature, on va pas se mentir, ce serait classe. Et ce serait quand même une sortie très très soignée. Vraiment, ça changerait beaucoup de choses à mes yeux. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas du tout fait. C'est juste une posture du club qui essaye d'atténuer, de faire passer la pilule envers les supporters. Donc les gars, rendez-vous dans quelques mois pour voir si Nasser sera encore une fois passé pour un con à son initiative, parce que les gars, arrêtez de dire les journaleux, les journalopes, les machins. Non. Quand ça sort comme ça, tous les journalistes avec les éléments de communication, je vous explique. C'est le club, voilà, qui a envoyé une fiche, voilà, à ses porte-paroles. Alors, on peut reprocher aux journalistes, du coup, de manquer de travail d'investigation. Mais le problème, c'est que s'ils font ces investigations, les exclusivités que le club leur donne, peut-être qu'ils les auront plus, puisque ça gênerait le club, ces fameuses investigations. Eh oui, bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like, si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on en parlerait pendant des heures de ce dossier Mbappé. On se retrouve demain pour parler du milieu de terrain face à la Real Sociedad, de l'attaque, je pense qu'on aura d'autres informations sur Mbappé d'ici là, et puis la semaine prochaine les gars, on va pas se mentir, je suis en vacances les gars, je suis en vacances ce soir, je souffle, je suis bien fatigué, mais semaine prochaine les gars, on parle du potentiel remplaçant, bien sûr, parce que là... on va avoir tous les noms possibles, tous les noms, mais ça c'est pareil, j'ai hâte de voir avec quoi on va se retrouver. L'année dernière, rappelez-vous, quand on pistait Kane tout l'été pour au final se retrouver avec Gonzalo Ramos. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.